Au moment où j'ai franchi les portes de la salle de bal, 200 Navy SEALs se sont levés si vite, que leurs chaises ont raclé le sol en marbre, résonnant comme des coups de feu. Les conversations se sont éteintes au milieu d'une phrase. Les coupes de champagne se sont figées, à mi-chemin des lèvres. Près de l'entrée, un commandant s'est redressé, et a crié avec une telle force, que les lustres en cristal en ont tremblé, amiral sur le pont. Et puis, le silence est tombé. Pas un silence ordinaire. Le genre de silence qui rend soudainement les gens conscients de leur propre respiration. Le visage de ma mère a perdu toutes ses couleurs. Ma petite sœur, Mélanie, est restée figée à côté de son gâteau de mariage, une main toujours serrée autour de son bouquet. Et mon père, ce même homme qui m'avait envoyé un message moins de 24 heures plus tôt, pour me dire que tout le monde se moquait de ma carrière dans la marine, m'a regardé comme s'il voyait une étrangère. J'aimerais pouvoir vous dire que ce moment m'a fait du bien. Pendant 30 ans, j'en avais imaginé une version. Un moment où les personnes qui m'avaient rejeté, comprendraient enfin qui j'étais devenu. Mais, debout dans mon uniforme de gala blanc, avec 4 étoiles sur les épaules, tout ce que j'ai ressenti, c'était de la fatigue. Assez de fatigue pour réaliser que la vengeance arrive rarement comme on l'imagine. Ce qui est étrange avec l'humiliation, c'est qu'elle vieillit avec vous. J'avais 58 ans, debout dans une salle de bal à Charleston. Pourtant, une partie de moi se sentait encore comme cette fille maigrelette de 17 ans, assise à la table de mes parents. Pendant que mon père félicitait ma petite sœur pour sa douceur, et me critiquait pour mon caractère difficile. À l'époque, Mélanie ne pouvait rien faire de mal. Elle était la reine du bal, elle chantait dans la chorale de l'église, avec son sourire magnifique, et ses manières impeccables. Et puis, il y avait moi. J'étais la fille qui posait trop de questions. La fille qui voulait rejoindre le ROTC. La fille qui parlait de porte-avions, au lieu de parler de mariage. Mon père avait l'habitude de rire, à chaque fois que je parlais de l'armée. Claire, disait-il, la place des femmes n'est pas sur des navires de guerre. C'était en 1985. Je m'en souviens, car Ronald Reagan était encore président, et ma mère préparait un pain de viande, quand j'ai annoncé que je voulais postuler à l'Académie navale. Mélanie a failli s'étouffer de rire. Mon père a lentement plié son journal, et m'a regardé comme si je lui faisais honte. Ça te passera, c'est une phase. Mais, ce n'est jamais passé. Au contraire, la marine est devenue le seul endroit où les gens ont enfin cessé de me demander de me faire toute petite. À Annapolis, personne ne se souciait de savoir si je souriais assez. Personne ne se demandait si j'étais jolie, lors des réunions de l'église. Ce qui comptait, c'était de savoir si je pouvais diriger, si je pouvais endurer, si je pouvais rester calme face à la difficulté. Il s'est avéré que j'en étais capable, bien que ma famille ne me l'ait jamais vraiment pardonné. Au fil des ans, nos appels téléphoniques sont devenus plus courts. Les anniversaires, oubliés. Les fêtes de fin d'année, manquées parce que j'étais en déploiement. Un jour, mon père m'a présenté à un voisin en disant « Voici notre fille, Claire. Elle travaille pour le gouvernement. » Travaille pour le gouvernement. À cette époque, j'avais déjà commandé des milliers de marins. Mais j'ai souri poliment, car au bout d'un certain temps, la déception devient une habitude. 3 jours avant le mariage de Mélanie, j'étais assise dans mon bureau, à la base navale de Norfolk, en train d'examiner des dossiers de retraite, quand mon téléphone a vibré. Papa. J'ai failli ne pas répondre. Nous ne nous étions pas vraiment parlé depuis des mois. À la place, j'ai ouvert le message. Tout le monde se fiche de ta carrière dans la marine. S'il te plaît, ne nous fais pas honte en portant cet uniforme au mariage de Mélanie. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Par la fenêtre de mon bureau, la pluie grise de l'Atlantique martelait la jetée. De jeunes marins se dépêchaient de courir entre les bâtiments, le col relevé contre le vent. Je me souviens m'être senti étrangement vide. Pas en colère, pas surprise, juste fatigué. Après toutes ces années, mon père croyait encore que mon service était quelque chose de honteux, une façon d'attirer l'attention. J'ai posé le téléphone avec précaution. Puis, j'ai laissé échapper un rire silencieux. Car, à ce stade, j'avais passé plus de 3 décennies à prendre des décisions de vie ou de mort sous pression. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, le SMS d'un vieil homme de 80 ans avait encore le pouvoir de me blesser, bien plus que les tirs ennemis ne l'avaient jamais fait. Ce soir-là, j'ai bien failli décider de ne pas y aller. Je me suis servi un verre de bourbon, dans ma maison de ville à Norfolk,
et je me suis assise seule dans le silence. Pas de mari, pas d'enfant. Cette partie de ma vie s'était évaporée, quelque part entre les déploiements et les promotions. David, mon ex-mari, avait l'habitude de dire que la marine passait toujours en premier. À l'époque, je le niais. Aujourd'hui, je n'en étais plus si sûr. Vers 21h, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Ramonhet. Le maître principal Ramonhet, ainsi à la retraite, est l'un des meilleurs hommes aux côtés desquels j'ai jamais servi. Dis-moi que tu vas toujours à Charleston, a-t-il lancé d'emblée. Comment as-tu appris ça? Claire, la moitié de la communauté de la défense de la côte est invitée à ce mariage. Les nouvelles vont vite. J'ai soupiré. Je me dis que je ferais peut-être mieux de rester chez moi. Il y a eu un silence au bout du fil, l'espace d'une seconde. Puis, Ramon a parlé avec douceur. Tu as passé 30 ans à tenir ton poste, pour des gens qui ne t'ont jamais remercié. Ne commence pas à te cacher maintenant. Cela m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Ramon m'avait vu traverser certaines des pires années de ma carrière. Il m'avait vu après les annonces de décès, après les enterrements d'amis, après des décisions impossibles. S'il pensait que je devais y aller, je devais peut-être l'écouter. Tu penses vraiment que ça a de l'importance, ai-je demandé. Non, a-t-il répondu. Je pense que c'est toi qui as de l'importance. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, j'ai sorti mon uniforme de gala blanc complet, de la housse suspendue dans mon placard. Les boutons dorés étaient polis, les rayures des manches immaculées, et les 4 étoiles argentées patientaient sur les épaules. J'ai lentement passé la main sur le tissu. Les gens s'imaginent que les uniformes vous font vous sentir puissant. Parfois, ils vous rappellent simplement à quel point ils ont coûté cher en vies humaines. Vers midi, je conduisais vers le sud, en direction de Charleston, dans ma berline noire, avec du vieux jazz qui jouait doucement dans les haut-parleurs. L'autoroute s'étirait à l'infini, sous le ciel gris de la Caroline. Des panneaux publicitaires, des stations-service, des écriteaux d'église. De minuscules villes du sud, où des drapeaux américains flottaient devant les quincailleries. Le genre d'endroit où les gens disent encore monsieur et madame. Le temps que j'atteigne Charleston, la lumière du soir avait donné une teinte dorée au port. Le lieu du mariage se dressait au bord de l'eau, comme s'il sortait tout droit d'un magazine. Des colonnes blanches, d'énormes chaînes, des guirlandes lumineuses se balançant dans la brise. Des voituriers se précipitaient entre les voitures de luxe. Des femmes, vêtues de robes pastel, riaient sous des tentes à champagne. Et soudainement, à 58 ans, je me suis de nouveau senti comme une adolescente indésirable. Je me suis enregistré discrètement à mon hôtel, sous mon nom de jeune fille. La réceptionniste m'a reconnu, grâce à la télévision, presque immédiatement, mais elle a été assez polie pour ne pas le mentionner à voix haute. Ce soir-là, ma mère a appelé. Non pas pour me demander comment j'allais, ni pour me dire que je lui manquais. Juste une seule phrase, s'il te plaît, essaie de ne pas contrarier ton père demain. Après qu'elle a raccroché, j'ai fixé la fenêtre de l'hôtel, qui surplombait le port de Charleston. Quelque part par là-bas, des navires de la marine fendaient les eaux noires de l'Atlantique, sous l'obscurité de la nuit. Pour la première fois depuis des années, je me suis autorisé à admettre une chose douloureuse. Peu importe le nombre de médailles accrochées sur ma poitrine, une partie de moi voulait toujours que mes parents soient fiers de moi. Je suis arrivé sur le lieu du mariage en avance, le lendemain après-midi. Car les vieilles habitudes militaires ont la vie dure. Arriver 15 minutes en avance m'avait été inculqué, depuis ma première année à Annapolis. Même après toutes ces années, je ne pouvais toujours pas me résoudre à arriver élégamment en retard, comme les civils semblent tant aimer le faire. L'air de Charleston était chaud, et lourd du sel marin provenant du port. Des chaises pliantes blanches s'alignaient sur la pelouse surplombant l'eau, et un quatuor à cordes jouait doucement, sous d'énormes chaînes drapées de mousse espagnole. C'était magnifique. Mélanie avait toujours eu un don pour les belles choses. De beaux vêtements, de belles maisons, de belles amitiés, qui semblaient se nouer sans le moindre effort. En grandissant, elle pouvait entrer dans une pièce, et y trouver instantanément sa place. Moi, j'avais toujours l'impression de devoir étudier la pièce à la place. Un jeune voiturier a ouvert la portière de ma voiture. Au moment où il a vu les 4 étoiles sur mes épaules, son expression a complètement changé. « Bonjour, madame. » Sa posture s'est redressée automatiquement. J'ai hoché la tête poliment, et je lui ai tendu les clés.
Cette réaction n'avait rien d'inhabituel. Les militaires remarquaient des détails que les civils ignoraient. Mais les invités du mariage, rassemblés à l'extérieur du domaine, m'ont à peine regardé. Pour eux, j'étais simplement une femme d'un certain âge, en uniforme. Peut-être une escorte de cérémonie. Ou peut-être quelqu'un engagé pour l'événement. Je me suis dirigé discrètement vers l'entrée, mes talons claquant contre l'allée en pierre. Puis, j'ai vu ma mère. Barbara Bennett se tenait près de la tente de réception, vêtue d'une robe bleu pâle, et portant des perles qui avaient appartenu à ma grand-mère. Son sourire est apparu instantanément lorsqu'elle m'a remarqué. Mais ce sourire n'atteignait pas vraiment ses yeux. « Oh, Claire » a-t-elle dit doucement, regardant nerveusement autour d'elle. « Tu l'as vraiment mis ?» J'ai baissé les yeux vers mon uniforme. « Oui, maman. Je l'ai mis. » Elle s'est approchée, en baissant la voix. « C'est juste que... cette journée est censée être consacrée à Mélanie. Et voilà. » Même chanson, une décennie différente. J'ai gardé un ton calme. J'assiste au mariage de ma sœur, de manière respectueuse. Oui, mais les gens pourraient mal comprendre. J'ai failli rire. Les gens comprennent mal les femmes en uniforme, tout le temps. Mais avant que je puisse répondre, mon père s'est approché. Harold Bennett se tenait toujours comme l'entraîneur de football de lycée, qu'il avait été autrefois. Même à 80 ans, il bougeait avec une autorité rigide, bien que l'âge ait courbé ses épaules, et adouci ses cheveux en de fins fils d'argent. Au moment où son regard s'est posé sur mon uniforme, sa mâchoire s'est crispée. « Tu l'as vraiment fait. C'est bien de te voir aussi, papa. » Il a ignoré ma remarque. « Tu ne pouvais pas laisser à Mélanie ce seul jour pour elle. » Je l'ai fixé, incrédule. « Je me tiens juste ici, tranquillement. »« Tu sais très bien ce que tu fais, » a-t-il marmonné. Cela m'a blessé plus que je ne l'aurais cru. Car, la vérité, c'est que j'avais passé toute ma vie d'adulte à essayer de ne pas mettre ma famille mal à l'aise avec ma réussite. Je changeais de sujet pendant les fêtes. J'évitais de parler de mes promotions. Je ne les corrigeais jamais, lorsqu'ils minimisaient ma carrière. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, mon existence même leur semblait offensante. Mon père s'est penché plus près. « Tu aurais pu porter une robe normale. » Normale ? J'avais entendu ce mot toute ma vie. Pourquoi ne peux-tu pas être normal ? Pourquoi ne peux-tu pas te poser ? Pourquoi ne peux-tu pas arrêter d'essayer de prouver quelque chose ? Avant que je puisse répondre, Mélanie est apparue. Elle était éblouissante dans sa robe de mariée. L'espace d'un instant, j'ai revu la petite fille, qui me suivait partout dans le jardin, quand nous étions enfants. Son expression s'est adoucie lorsqu'elle m'a prise dans ses bras. « Je suis contente que tu sois venue. Je n'aurais raté ça pour rien au monde. » Puis, elle a reculé, et la gêne est revenue sur son visage. « Je peux te demander quelque chose ? » Bien sûr. Elle a hésité. « Est-ce que tu pourrais peut-être envisager d'enlever quelques-unes de tes médailles, pendant la réception ? » J'ai scié lentement. « Les médailles ? Elles attirent trop l'attention. » J'ai regardé ma petite sœur, debout là, couverte de diamants et de dentelles. Elle avait toujours peur de partager l'espace avec moi, après toutes ces années. Et soudainement, je ne me suis plus senti en colère. Juste triste. Je les ai méritées, Mélanie. Je sais, a-t-elle répondu précipitamment. Je n'essaie pas d'être méchante. Je sais. Mais elle l'était. Pas intentionnellement, peut-être. Pourtant, le message était clair. Fais-toi toute petite, encore une fois. Avant que la conversation ne puisse se poursuivre, les invités du mariage ont commencé à arriver en plus grand groupe. Les berlines de luxe se sont succédées, l'une après l'autre. Des hommes en costume sur mesure, des femmes portant des sacs à main hors de prix. Des politiciens, des chefs d'entreprise, des officiers à la retraite, et la haute société de Charleston. Je me suis discrètement dirigé vers les rangées du fond, près de l'eau, dans l'espoir d'éviter d'autres tensions. C'est alors que j'ai remarqué le premier changement d'atmosphère. De l'autre côté de la pelouse, un homme aux cheveux gris s'est figé au beau milieu de sa conversation, me fixant directement. Puis un autre. Des chuchotements ont commencé à se répandre, subtilement, à travers la foule. Au début, j'ai supposé qu'il reconnaissait simplement l'uniforme. Une tenue militaire de haut rang attire l'attention,
en particulier dans un cadre formel. Mais ensuite, un capitaine à la retraite, avec qui j'avais travaillé des années auparavant, s'est approché avec précaution. Amiral Bennett. J'ai souri poliment. Capitaine Morris, ça fait longtemps. Oui, madame. Le salut de l'homme est venu instantanément, presque par réflexe. Les invités à proximité ont entendu l'échange. Des têtes ont commencé à se tourner. En quelques minutes, d'autres anciens militaires ont commencé à me reconnaître. Certains s'approchaient respectueusement. D'autres hochaient simplement la tête, de l'autre côté de la pelouse. Un vieux colonel des marines a brièvement placé sa main sur son cœur, avant de retourner s'asseoir. Je pouvais sentir mes parents observer tout cela, avec un certain malaise. Mon père, tout particulièrement. Pour lui, c'était un territoire inconnu. Chez lui, à Charleston, c'était lui l'homme respecté, le centre de l'attention, l'autorité incarnée. Mais ici, au sein de ces cercles militaires, cette autorité m'appartenait. La cérémonie en elle-même a commencé de manière assez magnifique. La lumière du soleil dansait sur le port, pendant que les vœux s'échangeaient sous des roses blanches. Je suis resté silencieuse au dernier rang, j'ai applaudi poliment. J'ai souri quand il le fallait, et j'ai essayé de ne pas penser à quel point cet après-midi me semblait déjà épuisant émotionnellement. Ensuite, les invités se sont dirigés vers la grande salle de bal pour la réception. Des lustres en cristal pendaient de haut plafond. Des serveurs portaient des plateaux de champagne. Un groupe de jazz jouait de vieux classiques, près de la piste de danse. J'ai délibérément choisi une petite table, dans le coin arrière de la pièce. Loin de la famille, loin de l'attention. Du moins, c'est ce que je croyais. Quelques minutes plus tard, un jeune lieutenant de la marine s'est approché nerveusement de ma table. « Excusez-moi, madame. »« Oui. Je voulais juste vous dire que c'est un honneur de vous rencontrer. » Il ne devait pas avoir plus de 25 ans. Un visage juvénile, un uniforme impeccable. Il m'a probablement rappelé la personne que j'étais autrefois. « Merci, lieutenant. Mon père a servi sous vos ordres en Afghanistan. » Cela m'a prise au dépourvu. « Comment s'appelle-t-il » ? Le premier maître Daniel Mercer. J'ai souri immédiatement. « Mercer a survécu grâce à votre ordre d'évacuation », a ajouté le lieutenant à voix basse. Ma famille ne l'a jamais oublié. L'émotion m'a soudainement serré la poitrine. Avant que je puisse répondre, un autre officier s'est approché. Puis un autre. De l'autre côté de la salle de bal, j'ai remarqué que des groupes d'invités militaires commençaient à prêter attention au rassemblement autour de ma table. Désormais, la reconnaissance se propageait à vue d'œil. Près de l'entrée, un commandant des SEALS à la retraite s'est soudainement redressé. Ses yeux se sont écarquillés, et c'est alors que tout a basculé. Des chaises ont raclé le sol en marbre en reculant, l'une après l'autre. Puis des dizaines d'autres, jusqu'à ce que 200 SEALS endurcis se lèvent d'un seul coup. Le bruit m'a frappé en premier. Ni des voix, ni des applaudissements. Juste le grincement violent des chaises contre le marbre, alors que 200 hommes se levaient exactement au même instant. Tout mon instinct a immédiatement reconnu la discipline militaire à l'œuvre. La salle de bal s'est figée. Les conversations se sont arrêtées si brusquement, que même le groupe de jazz a vacillé, plongeant dans le silence au milieu d'une chanson. Je suis resté assise pendant une demi-seconde, stupéfaite. Puis, près de l'entrée, un commandant a bombé le torse, et a hurlé avec ce genre d'autorité, qui résonnait autrefois sur les ponts d'envol des porte-avions, amiral sur le pont. Tous les invités militaires se sont mis au garde à vous. Quelques civils se sont levés maladroitement, sans trop comprendre pourquoi. D'autres se sont contentés de fixer la scène. Je me suis levé lentement de ma chaise. La pièce est devenue totalement silencieuse. J'avais entendu ce commandement des milliers de fois dans ma vie. Sur des navires, lors de cérémonies, pendant des inspections, et dans des zones de guerre, où le grade et l'ordre étaient synonymes de survie. Mais l'entendre là, à la réception du mariage de ma sœur à Charleston, pendant que mes parents se tenaient sans voix à 6 mètres de là, me paraissait totalement surréaliste. Pendant un étrange instant, c'était comme si mes deux vies distinctes étaient entrées en collision. La fille qui n'était jamais à la hauteur, et l'amiral qui commandait des flottes. Le commandant le plus proche a maintenu son salut. Permission de parler librement, madame. Un léger sourire a étiré mes lèvres malgré moi. Vous l'avez toujours fait de toute façon, commandant.
Quelques rires discrets ont parcouru la foule des militaires, atténuant légèrement la tension. C'est alors que je l'ai pleinement reconnu. Le commandant Nat Holloway, ancien chef d'équipe des SEALS. La dernière fois que je l'avais vu, c'était à l'étranger, près de 15 ans plus tôt, après une opération d'extraction désastreuse à Kandahar. Ses cheveux étaient plus gris à présent, et son visage plus vieux. Mais ses yeux portaient toujours cette même fermeté perçante. « C'est bon de vous voir, amiral Bennett », a-t-il dit doucement. « Vous aussi, Nat. » Derrière lui, se tenaient des rangées entières de SEALS actuels et retraités, d'officiers, de sous-officiers, de marins engagés, de marines, et de personnel de la défense. J'en ai reconnu certains immédiatement. D'autres avaient suffisamment vieilli, pour que j'aie besoin d'un second regard. Pourtant, chaque visage portait la même expression. Du respect. Du vrai respect. Pas ce genre de respect superficiel, que les gens montrent aux individus puissants pour obtenir quelque chose. C'était différent. Cela venait d'épreuves partagées, de sacrifices partagés. À travers la salle de bal, j'ai finalement posé mon regard sur mes parents. La main de ma mère couvrait sa bouche. Mon père se tenait parfaitement immobile à côté d'elle, le visage pâle sous les lumières de la pièce. Il avait l'air sincèrement confus, comme s'il n'arrivait pas à concilier la fille qu'il avait passé des décennies à rabaisser, avec la scène qui se déroulait autour de lui. Mélanie paraissait bouleversée, plutôt qu'en colère désormais. Le marié, Ethan, s'est penché vers elle, lui chuchotant urgemment quelque chose, tout en me jetant des regards pleins d'un étonnement évident. Puis, un homme plus âgé s'est frayé un chemin dans la foule. Grand, les cheveux argentés, portant un luxueux costume bleu marine. Je l'ai reconnu sur le champ. Thomas Whittaker, un ancien officier de la marine, devenu cadre dans la défense, et dont la fortune dépassait celle de bien des petites villes. Il s'agissait aussi du père d'Ethan. Il s'est arrêté juste devant moi, et m'a tendu la main avec chaleur. « Amiral Bennett », a-t-il dit. « Je n'avais aucune idée que vous étiez la sœur de Mélanie. »« Cela fait 2 d'entre nous », ai-je répondu, avant même de pouvoir m'en empêcher. À ma grande surprise, Whittaker a ri doucement. « Eh bien, » a-t-il repris, « cela explique pourquoi la moitié des invités militaires a soudainement oublié qu'il y avait un mariage. » Même moi, cela m'a fait sourire. Whittaker s'est tourné vers l'assemblée. « Pour ceux d'entre vous, civils, qui se demandent ce qu'il se passe, » a-t-il annoncé calmement. « Vous avez devant vous le contre-amiral Claire Bennett. L'un des chefs opérationnels les plus respectés, que ce pays ait produit au cours des 20 dernières années. » Des murmures se sont immédiatement propagés. J'ai senti mon estomac se nouer. Je n'avais jamais aimé les éloges publics. Après de nombreuses années de commandement, l'attention devient épuisante, mais on ne pouvait plus l'arrêter maintenant. Ainsi à la retraite, près du fond de la salle, a levé son verre. Elle a ramené nos gars à la maison. Une autre voix a renchéri, pari tenu qu'elle l'a fait. Puis un autre encore, elle a sauvé mon unité à Helmand. Un homme, que j'ai eu du mal à reconnaître, s'est avancé lentement. Sa jambe gauche trahissait un boitement prononcé. Lorsqu'il a pris la parole, l'émotion a rendu sa voix rocailleuse. Vous avez écrit des lettres à chacune de nos familles, après Red River. La pièce s'est de nouveau tue. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu de lui. Le premier maître Marcus Dean. Nous avions perdu 4 hommes, lors de l'opération Red River. La pire nuit de toute ma carrière. Dean s'est arrêté juste devant moi. Vous êtes resté assise avec ma femme pendant 6 heures, après qu'on nous a annoncé que Tommy n'avait pas survécu, a-t-il dit doucement. La plupart des commandants envoient de la paperasse. Vous êtes resté. J'ai dégluti difficilement. Certains souvenirs ne relâchent jamais leur emprise. C'est ce que les chefs sont censés faire, ai-je répondu à voix basse. Non, madame, a rétorqué Dean. C'est ce que font les gens bien. L'espace d'un instant, je n'ai pas pu parler. Autour de nous, même les civils semblaient émus désormais. La salle ne donnait plus l'impression de juger. Elle semblait tout simplement humaine. Et curieusement, cela a rendu les choses encore plus difficiles. Car, en me tenant là, entouré de tout ce respect, la seule chose à laquelle je pensais, c'était à quel point j'avais ardemment désiré en obtenir ne serait-ce qu'une fraction, de la part de ma propre famille. Whittaker a doucement fait un geste vers la table d'honneur. « Amiral, nous feriez-vous l'honneur de rejoindre la table de la famille ?»
Avant même que je ne puisse répondre, mon père a fini par retrouver sa voix. Oui, a-t-il dit précipitamment. Bien sûr, elle doit s'asseoir avec la famille. Ce changement soudain m'a presque fait rire. 2 heures plus tôt, il voulait que je sois invisible. Et maintenant, il avait l'air désespéré de me revendiquer publiquement. J'ai marché lentement vers la table d'honneur. Les invités s'écartaient instinctivement, pour me laisser passer. Certains m'ont serré la main. D'autres m'ont remercié pour mon service. Une femme âgée a touché mon bras, et a chuchoté, « Mon petit-fils est rentré à la maison, grâce à des femmes comme vous. » Je l'ai remercié doucement. Quand j'ai enfin atteint la table, mon père fuyait mon regard. Ma mère semblait suffisamment émue pour fondre en larmes. Mélanie m'observait attentivement. Plus avec de la jalousie, cette fois. C'était quelque chose qui ressemblait plutôt à de la confusion. Comme si elle venait soudainement de réaliser qu'elle ne m'avait jamais vraiment connu. Le dîner a repris de manière maladroite. La conversation est lentement revenue, mais l'énergie dans la salle de bal avait changé pour de bon. À présent, les gens s'approchaient de notre table en permanence. Des officiers militaires, des chefs d'entreprise, des politiciens. Tous voulaient me parler. Mon père est resté silencieux pendant presque tout le repas. Écoutant des étrangers décrire des accomplissements, sur lesquels il n'avait jamais pris la peine de se renseigner. À un moment donné, un sénateur plus âgé m'a serré la main fermement. « Votre stratégie d'évacuation dans le Golfe a sauvé des vies américaines », a-t-il déclaré. Washington parle encore de cette opération. Mon père m'a jeté un regard vif. « Tu as planifié des évacuations militaires ?» J'ai hoché la tête une fois. « Oui, papa. » Il a baissé les yeux vers la nappe. Un long silence a suivi. Finalement, d'une voix presque trop faible pour être entendue, il a demandé, « Pourquoi ne nous as-tu jamais dit que tu avais autant d'importance ?» Cette question a frappé plus fort qu'aucune insulte ne l'avait jamais fait. J'ai regardé l'homme, qui avait passé 30 ans à réduire ma vie entière à un simple « elle travaille pour le gouvernement ». Puis, j'ai répondu honnêtement, « Tu n'as jamais voulu le savoir. » Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pour la toute première fois de ma vie, mon père n'avait absolument rien à dire. Après le dîner, la réception a finalement retrouvé un rythme ressemblant à celui d'un mariage normal. Le groupe de jazz s'est remis à jouer. Les invités se sont dirigés vers la piste de danse. Des serveurs portaient des parts de gâteaux de mariage entre les tables, tandis que le port de Charleston miroitait de noir, au-delà des fenêtres de la salle de bal. Mais partout où j'allais, les gens continuaient de m'arrêter. D'anciens marins, des marines à la retraite, des sous-traitants de la défense, des veuves de militaires. Chaque conversation portait en elle des fragments d'une vie, dont je parlais rarement en dehors des cercles militaires. Un maître principal à la retraite m'a présenté sa petite fille, qui intégrerait Annapolis l'année suivante. Un ancien infirmier de marine m'a serré dans ses bras si fort, que j'ai cru que mes côtes allaient se briser. Un autre homme m'a simplement serré la main en silence, les larmes aux yeux. Ce moment-là m'a marqué. La guerre laisse des échos chez les gens, surtout après un certain nombre d'années. Vers 21h, je me suis enfin éclipsé à l'extérieur, pour prendre l'air. Le bruit de la salle de bal s'est estompé derrière moi, alors que je marchais vers la marina, située à côté du domaine. Le port de Charleston s'étendait, sombre et calme, sous la lumière de la lune. Des bateaux tanguaient doucement contre les quais en bois, pendant qu'un vent chaud de la côte traversait les palmiers. Pour la première fois de la soirée, je pouvais respirer. Je me suis appuyé contre la rambarde, et j'ai desserré lentement un de mes gants blancs. « Ça vous dérange si je me joins à vous, amiral ?» Je me suis retourné et j'ai esquissé un faible sourire. Ramon s'approchait, portant 2 verres de bourbon. « Il était temps que tu te montres, ai-je dit. La circulation. C'est ton excuse pour tout. » Il m'a tendu un verre. Ramon avait pris sa retraite des SEALS 6 ans plus tôt, après que de multiples opérations chirurgicales l'aient finalement contraint à partir. Même aujourd'hui, il se déplaçait avec précaution, ménageant un de ses genoux par temps froid. Nous sommes restés côte à côte, à regarder l'eau dans un silence confortable. « Tu as plutôt bien géré ce cirque », a-t-il finalement lâché. J'ai survécu à des auditions devant le Congrès. Les mariages, ce n'est rien. Il a ri doucement. Puis, son expression s'est adoucie. « Ça va ?» Cette question a failli me briser. Car, sous l'uniforme impeccable,
et les décennies de formation au commandement, une partie de moi se sentait encore à vif émotionnellement, après avoir vu les visages de mes parents dans cette salle de bal. Je ne sais pas, ai-je avoué honnêtement. Ramon a hoché la tête, comme s'il comprenait parfaitement. C'est ça le problème avec la famille, a-t-il affirmé. Les étrangers peuvent te blesser. La famille, elle, peut te convaincre que cette blessure est méritée. J'ai fixé les lumières du port au loin. Tu sais ce qui est ridicule? J'ai 58 ans, et je voulais toujours que mon père ait l'air fier de moi. Ça ne disparaît jamais, a-t-il glissé. Il a pris une gorgée de bourbon. Mon vieux m'a pris dans ses bras une seule fois dans toute sa vie. Je me souviens de la date, mieux que de mon anniversaire de mariage. J'ai ri doucement à cette pensée. Puis, des bruits de pas se sont approchés derrière nous. Je me suis retourné, m'attendant à voir un autre invité. Mais c'était Mélanie. Toujours dans sa robe de mariée. Portant toujours cette expression prudente, que les gens affichent lorsqu'ils s'approchent d'un champ de mine émotionnel. J'espère que je ne vous dérange pas. Ramon a immédiatement reculé poliment. Je vous laisse une minute, mesdames. Une fois qu'il eut disparu vers la salle de bal, Mélanie m'a rejointe à la rambarde. Pendant un moment, aucune de nous n'a parlé. Finalement, elle a expiré lentement. Je te dois des excuses. Je suis restée silencieuse. Quand je t'ai demandé d'enlever tes médailles. Elle a baissé les yeux. C'était mal. Ce n'était pas une question de médailles. Non, a-t-elle admis. Ça ne l'était pas. Le vent du port poussait quelques mèches rebelles, sur son visage. Tu sais ce qui est affreux, a-t-il dit doucement. J'ai passé la majeure partie de ma vie à penser, que maman et papa m'aimaient davantage, parce que j'étais, d'une certaine manière, meilleur que toi. Je l'ai regardé avec attention. Mais ce soir, j'ai réalisé quelque chose. Quoi? Ils ne t'ont jamais compris suffisamment pour t'apprécier. Cela m'a fait mal, parce que c'était vrai. Les yeux de Mélanie brillaient. Tu as toujours été la plus courageuse, Claire. J'ai failli sourire. Tu dis ça aujourd'hui. Non. J'aurais dû le dire il y a des années. Elle s'est appuyée des deux mains sur la rambarde, à côté de moi. Quand tu es parti pour Annapolis, maman a pleuré pendant une semaine. Papa n'arrêtait pas de dire que tu allais échouer, et que tu rentrerais à la maison. Je m'en souviens. Mais chaque promotion que tu as obtenue par la suite. Elle a secoué la tête lentement. Point ça leur faisait peur. Pourquoi? Parce que tu es devenu quelqu'un de plus grand, que la vie qu'ils comprenaient. J'ai regardé vers les eaux sombres de l'Atlantique, au-delà du port. Elle avait peut-être raison. Les familles des petites villes du Sud savent parfois célébrer les réussites familières. Le mariage, les enfants, la respectabilité locale. Mais l'ambition, celle qui emmène quelqu'un très loin, peut sembler menaçante. Surtout lorsqu'elle modifie la structure familiale elle-même. Mélanie a doucement touché mon bras. Pour ce que ça vaut, a-t-elle murmuré, j'ai toujours été fière de dire aux gens que ma sœur était dans la marine. L'émotion m'a soudainement serré la gorge. Merci. Nous sommes restés là en silence, après cela. Pour la première fois depuis des décennies, j'ai senti que la compétition entre nous avait disparu. Pas complètement guérie, mais apaisée. C'est alors que ma mère est apparue, devant les portes de la salle de bal. Son mascara avait légèrement coulé. Elle paraissait plus petite, d'une certaine façon. Plus vieille. Claire, a-t-elle appelé doucement. Pourrait-on parler? Mélanie m'a serré la main une fois, avant de s'éloigner. Ma mère s'est approchée avec précaution. Comme si elle craignait que je ne disparaisse, si elle bougeait trop vite. Je te dois des excuses, moi aussi, a-t-elle dit d'emblée. Je suis restée silencieuse. Elle a baissé les yeux sur ses mains. Je n'ai pas compris ta vie. Je crois que j'ai peut-être choisi la fille avec qui c'était le plus facile. Cette franchise m'a stupéfaite. Mélanie avait besoin de moi différemment, a-t-elle poursuivi. Toi, tu as toujours semblé si forte. J'ai laissé échapper un souffle las. C'est ça le problème avec les filles fortes, maman. Les gens pensent qu'elles n'ont pas besoin de gentillesse. Des larmes ont instantanément rempli ses yeux. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Mais tu l'as fait. Je sais. Pendant un instant, aucune de nous n'a parlé. Puis,
elle m'a complètement surprise. J'avais l'habitude de garder les coupures de journaux sur tes promotions, a-t-elle admis doucement. Ton père ne le savait pas. Je l'ai dévisagé. Quoi? Elles sont dans le tiroir de ma commode, à la maison. Cette image m'a presque brisé. Ma mère, conservant secrètement des morceaux de ma vie, tout en feignant l'indifférence pendant des années. Pourquoi les familles s'infligent-elles cela? Pourquoi les gens qui s'aiment perdent-ils autant de temps, à se refuser cet amour? Avant que je ne puisse répondre, une autre voix s'est fait entendre derrière nous. Barbara. Mon père. Il se tenait près des portes de la salle de bal, l'air mal à l'aise d'une façon que je n'avais jamais vue auparavant. Ma mère a doucement touché mon bras, et est retournée à l'intérieur, nous laissant seuls. Papa s'est lentement approché de la rambarde de la marina. Le vent du port passait dans ses cheveux argentés. Pendant plusieurs secondes, il s'est contenté de fixer l'eau à côté de moi. Puis il a parlé, sans me regarder. J'ai été appelé sous les drapeaux en 1967. Cela m'a prise totalement au dépourvu. Tu ne m'as jamais dit ça. Non. Sa mâchoire s'est crispée. Parce que ton grand-père a passé des coups de fil, et m'a évité de servir. J'ai légèrement froncé les sourcils. Papa a dégluti avec effort. J'ai passé toute ma vie à faire semblant que ça ne me dérangeait pas. Et soudainement, les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. Mon père a continué de fixer le port de Charleston. Comme si la réponse à toute son existence pouvait flotter quelque part dans cette eau sombre. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Puis il a ri une fois. Pas joyeusement. Plutôt comme un homme finalement épuisé, d'avoir porté un fardeau trop lourd, pendant trop longtemps. Ton grand-père connaissait du monde, a-t-il dit doucement. Des gens importants. Des juges du comté, des politiciens, des hommes qui lui devaient des faveurs. Le vent soufflait doucement contre les quais de la marina, en dessous de nous. Quand ma convocation militaire est arrivée. Il a fait une pause. Puis il s'est assuré que je n'aille jamais au Vietnam. Je l'ai examiné avec attention. Pendant toute mon enfance, mon père s'était toujours comporté comme l'homme le plus dur de la pièce. Confiant, sûr de lui, et bruyant quand il le fallait. Mais, en se tenant là, il paraissait plus petit d'une certaine façon. Humain. J'ai toujours dit aux gens que j'avais un problème au genou, a-t-il poursuivi. La vérité, c'est que je me portais comme un charme. Je ne l'ai pas interrompu. À l'époque, je me suis convaincu que j'avais de la chance. Il a dégluti. Puis, les garçons avec qui j'avais grandi ont commencé à rentrer chez eux dans des cercueils. La douleur a rendu sa voix rocailleuse, sur les derniers mots. Mon meilleur ami, Tommy Walker, est mort aux abords de Da Nang en 68. Nous jouions au football ensemble, depuis le collège. Il a frotté ses mains l'une contre l'autre, lentement. Je me souviens m'être tenu à ses funérailles, alors que tout le monde l'appelait un héros. Ses yeux sont restés fixés sur le port. Et tout ce que je pouvais penser, c'était, ça aurait dû être moi, là-bas, point. Les pièces se sont finalement mises en place dans mon esprit. Son ressentiment, son malaise vis-à-vis du service militaire, son hostilité envers ma carrière. Il n'avait jamais vraiment été question de moi. C'était de la honte. La honte de toute une vie. J'ai passé 40 ans à essayer de ne pas penser au Vietnam, a-t-il avoué doucement. Puis, ma fille rejoint la marine, et devient tout ce que j'avais trop peur de devenir moi-même. J'ai laissé échapper un lent soupir. Tu aurais pu me le dire. Comment, a-t-il soudainement explosé? Comment étais-je censé dire ça, exactement? Son vieux tempérament est brièvement réapparu, avant de s'estomper à nouveau. Je ne savais même pas comment me l'avouer à moi-même. Le silence s'est installé entre nous. Quelque part derrière nous, à l'intérieur de la salle de bal, des invités riaient, pendant que le groupe jouait de vieilles chansons de Frank Sinatra. La vie normale qui suivait son cours. Pendant ce temps, mon père se tenait là, démêlant des décennies de culpabilité enfouies, près d'une marina plongée dans l'obscurité. Je pensais que si je minimisais ta carrière, a-t-il chuchoté, peut-être que je n'aurais pas aussi honte de moi. Cette phrase a fait mal. Pas parce qu'elle était cruelle. Mais parce qu'elle était honnête. Je me suis appuyé des deux mains contre la rambarde. Tu sais ce qui est étrange, papa? Quoi? J'ai passé ma vie entière à penser que tu étais déçu par moi. Il m'a enfin regardé, à ce moment-là.
Un profond regret envahissait son visage. Claire, a-t-il dit doucement. Je n'ai jamais cessé d'être fier de toi. Ces mots m'ont frappé si fort, que j'ai failli détourner le regard. Parce qu'ils arrivaient environ 30 ans trop tard. Tu avais une drôle de façon de le montrer. Je sais. Il a immédiatement acquiescé. Je le sais, maintenant. L'espace d'un instant, je n'ai pas vu le père intimidant de mon enfance. J'ai simplement vu un vieil homme, portant des regrets qu'il ne pouvait plus fuir. L'âge fait cela aux gens. Finalement, la vie vous arrache suffisamment de fierté, pour que l'honnêteté devienne plus facile que de faire semblant. Papa s'est raclé la gorge bruyamment. Quand tu es parti pour Annapolis, j'ai dit à tout le monde que tu abandonnerais après un semestre. J'ai souri faiblement. Je m'en souviens. Mais à chaque fois que tu me donnais tort. Il a secoué la tête lentement. Point je me vantais secrètement de toi au travail. J'ai cligné des yeux. Quoi? Oh, je ne te l'ai jamais dit. Il a eu un faible rire. Mais je gardais les articles de journaux te concernant, dans le tiroir de mon bureau. L'émotion s'est prise inopinément dans ma poitrine. Toutes ces années. Toutes ces années gâchées. Je ne comprenais pas ton monde, a-t-il admis. La vérité, c'est que je crois qu'il me faisait peur. J'ai de nouveau regardé l'eau. Quand j'ai commandé mon premier destroyer, ai-je dit doucement, j'étais terrifié. Chaque jour, pendant 6 mois. Papa a eu l'air surpris. Toi. Oui. Moi. Tu n'as jamais eu l'air effrayé. C'est ça, le commandement. Un petit sourire a effleuré son visage, pour la première fois de la soirée. Puis il a demandé doucement, est-ce que ça t'a coûté cher, la marine? Cette question portait en elle plus de compassion, que tout ce qu'il m'avait demandé depuis des années. J'ai pensé à David. À la fausse couche pendant un déploiement, aux anniversaires manqués, aux amis enterrés, à la solitude du commandement. Oui, ai-je répondu avec honnêteté. Ça m'a coûté beaucoup. Papa a hoché la tête lentement, comme s'il comprenait enfin quelque chose d'important. Tu sais, a-t-il dit, ta mère avait l'habitude de s'asseoir près de la télévision, pendant la tempête du désert, en attendant des nouvelles. Elle faisait semblant de ne pas être inquiète. Il a souri faiblement. Mais à chaque fois que ton nom apparaissait à l'écran, elle pleurait après coup. J'ai baissé les yeux sur mes gants blancs, posés contre la rambarde. Les familles sont des créatures compliquées. Parfois, l'amour se cache sous des couches de peur, de fierté, de ressentiment, et d'incompréhension. Jusqu'à ce que plus personne ne se souvienne de la bonne façon de l'exprimer. Vers 22h30, les invités ont commencé à quitter la réception. La musique s'est adoucie. Les voituriers ont amené les voitures devant l'entrée. À l'intérieur de la salle de bal, le personnel débarrassait les coupes de champagne, tandis que Mélanie et Ethan se préparaient pour leur départ final. Papa s'est agité maladroitement à côté de moi. Je sais que je ne peux pas tout réparer ce soir. Non, ai-je approuvé doucement. Tu ne peux pas. Il a fait oui de la tête. Mais j'aimerais essayer. Et, pour la première fois depuis des décennies, je l'ai cru. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le lever du soleil, par habitude. Ma chambre d'hôtel surplombait le port de Charleston, qui brillait d'un or pâle sous la lumière du petit matin. Des cargos se déplaçaient lentement sur l'eau, pendant que des mouettes tournoyaient au-dessus des quais. Je me suis habillé discrètement en civil, pour le trajet de retour vers Norfolk. Pas d'uniforme aujourd'hui. Juste un jean, des mocassins, et un pull bleu marine. À 7 heures, j'étais en bas pour régler ma note, lorsque le réceptionniste a souri nerveusement. Il y a quelqu'un qui vous attend dehors, amiral Bennett. J'ai franchi les portes de l'hôtel, m'attendant peut-être à voir Ramon. Au lieu de cela, mon père se tenait près de sa vieille Buick, tenant une boîte en carton usée. Pendant une seconde, aucun de nous n'a parlé. Puis, il m'a tendu la boîte avec maladresse. Ta mère voulait que tu aies ça. Je l'ai ouverte avec précaution. À l'intérieur, se trouvaient des dizaines de lettres. Mes lettres. Chaque lettre que j'avais envoyée à la maison, depuis Annapolis, pendant mes années d'académie. Certaines portaient encore les marques de pliure, après avoir été pliées et dépliées à maintes reprises. Ma gorge s'est instantanément serrée. Elle les a toutes gardées, ai-je chuchoté. Papa a hoché la tête. Je les ai lues la nuit dernière.
Il avait l'air épuisé. Plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Puis, il a plongé la main dans la boîte, et en a sorti une enveloppe avec soin. Il y a une phrase. Sa voix s'est légèrement brisée. Point une phrase à laquelle je n'arrive pas à arrêter de penser. Il m'a tendu la lettre. J'ai immédiatement reconnu ma propre écriture, celle de mes 18 ans. Papa a dégluti difficilement. Tu as écrit. Il a fait une pause, j'espère qu'un jour, papa sera enfin fier de moi. L'émotion nous a frappés tous les deux en même temps. Ses yeux ont visiblement rougi. J'étais fier tout le temps, a-t-il dit doucement. Je ne savais juste pas comment le dire. J'ai regardé le vieil homme qui se tenait devant moi. Et pour la première fois de ma vie, je l'ai cru. Mélanie est arrivée quelques minutes plus tard, apportant du café et des sandwichs de petit déjeuner pour la route. Elle m'a serré fort dans ses bras avant mon départ. Fini de disparaître pendant des mois sans donner de nouvelles, a-t-il averti gentiment. Je vais essayer. Alors que je m'engageais sur l'autoroute vers le nord, Charleston a lentement disparu derrière moi, sous la douce lumière matinale de la Caroline. Et, quelque part entre le port et l'autoroute, j'ai réalisé une chose inattendue. La plus grande victoire de ma vie n'était pas de devenir amiral. C'était de comprendre enfin, que je n'avais plus besoin de la permission de qui que ce soit, pour connaître ma propre valeur. Quelques heures plus tard, je me suis arrêté dans un petit café d'aéroport près de Norfolk. En attendant mon café, une jeune femme nerveuse, en survêtement de recrue de la marine, m'a reconnu immédiatement. Ses yeux se sont écarquillés. Amiral Bennett. J'ai souri doucement. C'est moi. La jeune recrue s'est redressée maladroitement, et m'a offert un salut incertain. Je le lui ai rendu avec chaleur. Et soudainement, pour la première fois depuis des années, l'avenir m'a semblé plus léger que le passé. Si cette histoire a touché quelque chose dans votre cœur, partagez-la peut-être avec quelqu'un qui a passé de trop nombreuses années à se sentir invisible. Et si vous avez déjà lutté pour entendre les mots « Je suis fier de toi », rappelez-vous ceci. Parfois, les gens nous aiment bien avant d'apprendre comment le dire. Merci pour votre écoute.